Le beau gosse, quand il se déshabille pour faire l'amour, il est sauvage. Salut les carpes. Si vous êtes là, c'est que l'humanité a disparu. Voilà, comme ça, elle s'est volatilisée sans laisser de traces. Ah, faut pas chercher à comprendre parfois. Hein. Dommage, on s'amusait bien. Et maintenant, on peut se poser la question, que va-t-il se passer maintenant qu'il n'y a plus aucun humain qui foule la Terre de ses gros pieds sales? Pour vous répondre, je me suis basé notamment sur Life After People, une série de documentaires qui ont été diffusés il y a quelques années sur la chaîne History. Et comme il s'en passe beaucoup des choses durant notre absence, on va se préoccuper uniquement de l'année qui précède notre extinction. Notre disparition, pardon. C'est pas pareil. On n'est pas mort. Allez, voyons voir ce qui va se passer en 360 secondes. Ça y est, tous les humains ont disparu, et à peine quelques minutes sont passées que le monde commence déjà à changer. Quasiment tous les bruits liés aux activités humaines disparaissent. Il reste quelques voitures en marche et quelques avions en pilotage automatique qui s'écraseront de leur côté dès que leur réserve de kérosène sera épuisée. Dans les grandes villes, la température baisse imperceptiblement. Faut dire que tous les corps qui étaient massés là généraient quand même un peu de chaleur. Hein. Les ordinateurs des bourses et des grandes entreprises, toujours alimentés, continuent à fonctionner pendant plusieurs heures avant de s'éteindre, faute d'avoir vu leur flux régulé par l'activité humaine. Mais les systèmes électriques, eux, continuent de fonctionner jusqu'à ce que les centrales électriques tombent en panne à cause de tous les problèmes qui ne peuvent plus être gérés par l'activité des hommes. Ce qui est d'ailleurs l'affaire d'à peine une demi-journée. Et quelques heures après notre disparition, toutes les usines pétrolières sont tombées en panne pour les mêmes raisons que les centrales électriques. Mais d'autres centrales, nucléaires cette fois, ne fonctionnent plus aussi à leur tour, sauf que des générateurs de secours permettent de garantir la sécurité. Mais pour combien de temps? Comme les centrales électriques ne fonctionnent plus, l'électricité est coupée et les lumières s'éteignent, donc les villes sont plongées dans le noir la nuit venue. Sauf pour les édifices alimentés par l'énergie solaire ou éolienne, ou les générateurs de secours. Et dans les raffineries, certains gaz maintenus à basse température pour rester dans un état liquéfié ne sont alors plus réfrigérés et donc reprennent leur état naturel. Ils sont évacués par les soupapes de sécurité qui les rejettent directement à l'extérieur. Ils commencent alors à se répandre dans la nature, gazant alors tous les animaux qui ne parviennent pas à s'enfuir à temps. Ah oui, aussi, petit détail, ces gaz sont bien sûr susceptibles de s'enflammer et de provoquer alors à tout moment l'explosion des usines dont ils proviennent. Le lendemain de notre disparition, les quelques 600 raffineries que compte le monde, envahies par les gaz inflammables qui commencent à se mélanger, se mettent à exploser, une à une. Elles resteront en flammes et personne ne pourra gérer les incendies, qui pourront parfois durer des mois entiers, jusqu'à ce que tous les produits inflammables aient été consumés. Les produits chimiques qu'elles renferment iront se répandre alors dans la nature, forêts, champs. L'horloge Big Ben, qui n'est plus remontée comme il se doit par la main de l'homme, s'arrête alors pour toujours. Les statues de cire du musée Madame Tussauds fondent alors sous la chaleur, et de leur côté, les rats débutent l'invasion des villes. Quant à eux, les plusieurs centaines de millions d'animaux domestiques commencent à se poser des questions. Ils ne sont plus nourris. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui parviennent à s'échapper de leur maison ou de leur appart pourront survivre. Les autres finiront alors par mourir de faim ou de soif. À moins qu'un prédateur réussisse à entrer et à les dévorer vivants. Ou morts, enfin bon. Dans les quelques 448 centrales nucléaires du monde, l'électricité fonctionne toujours grâce aux générateurs de secours, mais les bassins de refroidissement ne sont plus alimentés en eau, indispensable pour empêcher les produits nucléaires d'exploser. Néanmoins, la température de l'eau reste encore assez basse, ce qui évite pour l'instant l'explosion. 4 jours après notre disparition, l'eau envoyée vers les villes par les stations de pompage n'est plus consommée par les hommes, logique, et donc s'accumule dans les conduits. Les canalisations les plus vieilles alors explosent, bien sûr les tunnels des différents métros sont inondés. Et comme les eaux usées ne sont plus pompées par les stations d'épuration, elles se déversent alors librement dans les rivières et les lacs, et provoquent alors énormément de pollution des eaux et de morts dans leur sillage. La semaine qui suit notre extinction, les dizaines de milliards d'animaux de ferme commencent à manquer sérieusement de nourriture. Ceux qui sont en cage meurent, et ceux qui réussissent à briser leur enclos ont quelques chances de survie, mais rien n'est joué. De leur côté, les chiens, qui commencent alors à être attaqués par la vermine, commencent à former des meutes pour chasser, car seule la survie est beaucoup plus difficile. La loi darwinienne reprend alors ses droits. Ils n'hésitent pas alors à se nourrir de chats, ainsi que de leurs plus petits congénères. Adieu les Yorkshire et les Chihuahuas. La population de plantes et d'insectes nuisibles, qui ne sont plus contrôlés par les hommes, se mettent à proliférer, au détriment souvent des autres espèces. Et dans les centrales nucléaires, les générateurs, arrivés au bout de leur réserve d'énergie, s'arrêtent et cessent de refroidir l'eau protégeant les déchets nucléaires. Au bout de 2 semaines d'absence humaine, cette eau, chauffée par la radioactivité, s'est complètement évaporée. Plus rien ne refroidit alors les 448 centrales nucléaires du monde, qui, une à une, inexorablement, explosent. Chaque centrale a l'effet radioactif de près de 250 bombes atomiques. La nature, aux abords des centrales, est tuée par les radiations mortelles, de même que les mammifères qui ne peuvent pas quitter à temps les zones irradiées. Le plutonium, qui est alors libéré en quantité fantastique dans la nature et l'atmosphère, sera radioactif pendant encore 240 000 ans. Dans les villes, les supermarchés sont pris d'assaut par les souris et les rats. Ça devient alors le terrain de chasse de prédilection des chats, qui eux-mêmes sont chassés par les chiens.
1 mois après notre passage sur Terre, la plupart des lacs artificiels situés dans les zones arides ne sont plus alimentés en eau et sont desséchés, très rapidement. Les animaux et l'écosystème qui vivaient aux abords de ces points d'eau meurent de soif. Les corps cryogénisés de la Life Extension Foundation ne sont plus maintenus dans le froid et commencent alors à se décomposer dans leur cuve qui devait leur garantir la vie éternelle. Du coup, pour l'immortalité, c'est un peu foutu quoi. Il en va de même pour les réserves humaines de sperme, d'ovules et d'embryons. Quelques mois après notre disparition de la Terre, les incendies des centrales pétrolières s'éteignent enfin, après avoir brûlé tous les produits combustibles car enfermés. Les grandes villes sujettes aux grandes averses sont inondées et leurs sols se gorgent d'eau qui les transformeront alors plus tard en marais. Dans les musées, les œuvres d'art en proie à l'humidité et aux éléments commencent à se désagréger. Les particules radioactives des explosions nucléaires des centrales ont eu le temps de retomber sur Terre. Au fil du temps, la pluie lessivera les feuilles des arbres irradiées et fera pénétrer les particules radioactives dans le sol. L'air devient alors plus sain, si on met de côté toutes les explosions, et la visibilité augmente en quelques mois, car l'humanité ne rejette plus de gaz. Mais il faudra encore quelques siècles aux plantes pour filtrer complètement le CO2 qui avait été rejeté par l'homme. Et au premier hiver qui passe après notre disparition, la nature fait le tri dans les espèces. Certaines s'adapteront parfaitement à leur nouvel environnement, mais d'autres, trop faibles ou dépendantes des humains, comme les vaches, finissent par mourir. Dans les zones plus tempérées, les structures commencent par être rongées par les insectes et l'eau a imbibé les anciennes zones marécageuses. Et après une dizaine de mois, les bateaux en bois usés par l'eau finissent par couler. Au premier printemps sans l'homme, les plantes s'épanouissent, les jeunes pousses se chargent de commencer l'absorption des gaz à effet de serre. Enfin voilà, plutôt réjouissant tout ça, n'est-ce pas? Et dites-vous qu'on s'est borné simplement à 1 an après la disparition des humains. Mais combien la Terre prendra-t-elle de temps pour cicatriser complètement après notre passage? Imaginez un petit peu ce qui restera de nous, de notre si belle civilisation, dans 1 siècle, 1 millénaire. 1 million d'années. Nos maisons, nos gratte-ciels, nos monuments historiques, dans quel état seront-ils, s'il en reste encore? Dans tous les cas, si l'homme réapparaissait ou revenait sur Terre après 1 année d'absence, d'après vous, serait-il capable de reprendre sa place sur Terre? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une suite à cet épisode, n'hésitez pas. Et puis pour d'autres idées de sujets, tout ça, les commentaires sont là pour ça aussi, bien sûr. Voilà, bisous sur vos écailles et à la prochaine.